Et nous pouvons accueillir le docteur Marion Burnier qui va nous parler cette fois-ci. Donc, il y a l'axe radiocubital, le ligament triangulaire, et là, c'est l'arthroscopie au service de la fracture du radius distal. Et vous voyez, elle va inclure dans cet exposé le TFCC. Marion. Merci Guillaume. Bonjour à tous, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Madame la Secrétaire générale, chers confrères, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de nous permettre de participer à cette session et de partager cette passion qu'est la chirurgie du poignet. J'en profite également pour remercier le professeur Merle pour son aide et son soutien, notamment quant à la participation à cette magnifique assemblée, et bien sûr à Guillaume Herzberg pour tout ce qui m'a appris durant ces années. Je suis très chanceuse de pouvoir continuer à apprendre et à poursuivre notre travail scientifique. C'est un sujet qui me passionne, donc je suis ravie d'être là. Pourquoi inclure l'arthroscopie dans le traitement de certaines formes de fractures du radius distal? Remettons le contexte. Les fractures du radius distal représentent 25% des fractures de l'adolescent et 18% des fractures des personnes âgées, chez lesquelles elles sont plus fréquemment chez les femmes, en raison en particulier d'un contexte d'ostéoporose plus élevé. On doit en parler, le coût, le problème de santé publique de ces fractures. Ces chiffres sont anciens, mais ils sont remarquables. 39 000 hospitalisations en France en 2006 pour les fractures du radius distal, rapportant à 79 millions d'euros pour un coût moyen par patient de 2100 euros. On connaît cette technique qui a été pendant longtemps la technique de référence pour ces fractures, décrite par le professeur Adalbert Capongi, cette technique d'ostéosynthèse par Broche. Cependant, on pouvait aussi s'apercevoir parfois de cette extériorisation des broches et elle nécessitait une immobilisation d'une durée minimale de 6 semaines. C'est pourquoi l'évolution a été vers les plaques antérieures, un moyen d'ostéosynthèse euh, solide qui permettait une rééducation immédiate, et ce d'autant plus qu'elle a évolué avec des vis verrouillées. Ça, c'est essentiel lorsqu'on a des fractures comminutives, notamment au niveau de l'épiphyse, car elles nous permettent vraiment de tenir ces différents fragments et autoriser une mobilisation quasi immédiate. Les débuts de l'arthroscopie, fabuleux au début du XXe siècle, d'abord par le genou, évidemment, avec nos confrères japonais et ce premier atlas dédié à l'arthroscopie générale, et puis nos confrères américains, Terry Whipple et Gary Pauling, dans les années 80, qui ont développé l'arthroscopie du poignet pour cette articulation qui était petite, c'était pas si évident au départ. Alors la technique arthroscopique, le sujet d'aujourd'hui, on commence par une réduction et fixation, alors temporaire par broche, puis mise en place de la plaque classique. Vous le voyez, on fixe d'abord seulement l'extrémité proximale, pas forcément tout de suite les vis distales, puis l'installation arthroscopique. On est sur une table à bras, le patient est majoritairement sous anesthésie loco-régionale. On a besoin d'un contre-appui au niveau du bras parce que vous allez le voir, on a une tour de traction qui permet, comme vous le voyez ici, qui permet de détendre un petit peu l'articulation. Le placement de l'écran est essentiel et surtout d'avoir un ou une bonne aide opératoire. Et si on a la chance, même un collègue chirurgien, c'est vraiment un travail d'équipe du moins pour le début, pour pouvoir travailler devant et derrière. Les portes arthroscopiques, elles sont principalement dorsales. Les anatomistes que nous sommes en conviendront, il y a beaucoup moins de risques, les structures vasculo-nerveuses peuvent être plus facilement préservées et ces portes arthroscopiques sont définies en fonction des différents compartiments des extenseurs. Vous voyez que le matériel est relativement simple avec des arthroscopes de 2,7 mm. Nous sommes plutôt favorables à l'arthroscopie dite sèche, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de tout ce système d'irrigation pour détendre l'articulation, simplement une seringue permet de nettoyer l'articulation. Ce système nous permet donc, dans le cas des fractures, forcément on a une hémarthrose, on voit qu'en quelques secondes, avec ce système de wash-out automatique, on peut évacuer l'hémarthrose et avoir une vision de notre fracture. Ensuite, comme ça a été le cas chez ce patient, avec cette fracture articulaire déplacée, on va pouvoir enlever les corps étrangers lorsque c'est nécessaire et puis réduire la fracture qui présentait, comme vous l'avez vu au départ, une marche articulaire. Pas à pas, avec le système de palpateur et parfois même avec des ostéotomes, on peut réduire la marche et ensuite positionner nos vis pour stabiliser. Pour cela, bien sûr, on doit sélectionner nos patients. On convient qu'on utilise cette technique pour des patients avec des besoins fonctionnels élevés et peu de comorbidité. Le professeur Exberg a développé pour cela la
PAF analyse pour patient, accident, fracture. On évalue le patient selon ses critères de pathologie antérieure et ses besoins fonctionnels. On appelle les patients dits 3-3 qui sont éligibles à l'arthroscopie. Également, le type de fracture est essentiel. On va traiter les fractures dites articulaires, classées B ou C selon la classification de l'AO. Et nous sommes très attachés à réaliser un bilan d'imagerie préopératoire détaillé, et notamment le scanner. Ça peut sembler évident, mais ces différentes coupes de scanner sont bien précises et elles aident les jeunes chirurgiens à pouvoir analyser et se préparer à leur chirurgie, à la fois pour le temps externe et pour le temps arthroscopique, en ayant bien analysé la fracture. Évidemment, il nous faut une équipe entraînée et le matériel nécessaire. C'est ainsi que l'on va pouvoir bénéficier des différents avantages de l'arthroscopie que je vais maintenant vous détailler. Première chose, on le sait depuis longtemps, pour le genou et pour la cheville, l'évacuation des corps étrangers et de l'hémarthrose est nécessaire. Et voyez, pour le poignet, lorsqu'on a une fracture articulaire, on voit que seulement à 1 an après cette fracture, la présence de corps étrangers et de lésions chondrales est un facteur de mauvais pronostic. Donc vous voyez qu'un simple wash out, vous l'avez vu en direct, en quelques secondes, on peut évacuer ces éléments. La réduction articulaire, quoi de mieux que d'avoir vraiment le nez sur votre fracture pour pouvoir la réduire sans pour autant ouvrir votre articulation et créer une incision au niveau des ligaments forcément responsables de raideur. Et chez ce patient, on avait même pu analyser aussi que le fameux TFCC, permettant la pronosupination, était normal. La littérature a prouvé que l'arthroscopie permettait d'avoir un meilleur contrôle fluoroscopique parmi ces différentes études, mais qui étaient des études rétrospectives. C'est pour ça qu'il y a quelques années, nous avons conduit ce travail dans le service. Il consistait à comparer 2 groupes parfaitement comparables, puisqu'il s'agissait que de patients avec des besoins fonctionnels élevés et avec un même type de fracture, c'est-à-dire de type C. Chaque patient avait bénéficié d'une ostéosynthèse par plaque et les 2 groupes se différenciaient de cette façon que l'un des 2 avait une ostéosynthèse avec un contrôle radiographique uniquement et dans l'autre groupe, il y avait un contrôle radiographique et en plus, on contrôlait sous arthroscopie et si besoin, on corrigeait la marche. Chaque patient a bénéficié d'un scanner pré- et post-opératoire. Et nous avons pu montrer de manière significative, en mesurant l'écart et l'écart et la marge d'escalier au niveau du radius en post-opératoire sur le scanner, que l'arthroscopie permettait une meilleure réduction de cette marche articulaire. L'arthroscopie a également le second avantage d'éviter la présence de vis articulaires. Ça semble assez évident que sur une radio simplement de face et profil, juste au niveau de cette articulation, c'est parfois difficile. Et vous voyez cet exemple de patient, la radio préopératoire, le scanner de contrôle post-opératoire, il n'avait malheureusement pas bénéficié initialement d'une arthroscopie. Vous voyez qu'au contrôle, il y avait une vis articulaire qui a bien sûr été retirée. Enfin, l'arthroscopie permet à la fois de diagnostiquer et traiter les lésions ligamentaires dont la fréquence, vous le voyez à travers les différentes études, associées à des fractures du radius distal est notable. Premièrement, concernant les lésions du ligament scapholinaire, qui est un des ligaments clés du poignet. Prenons l'exemple de ce patient de 58 ans, à nouveau actif avec des besoins fonctionnels élevés. On suspecte sur la radio qu'il y a une lésion, mais on la suspecte seulement par l'espace entre ces 2 os qui est augmenté. Quoi de mieux, une fois que l'on a posé la plaque, de pouvoir aller évaluer cet espace. Vous voyez le scaphoïde à gauche et le lunatum à droite, et on voit qu'on peut créer un écartement trop important. Ainsi, on a pu, au stade aigu, fixer temporairement ces 2 os pour une durée de 6 semaines et obtenir ce résultat à 8 mois. On voit que même en inclinaison ulnaire, il n'y a pas d'augmentation de l'espace entre ces 2 os, signant une bonne cicatrisation de ce ligament. La littérature a confirmé ces résultats, puisqu'avec cette série conséquence de 839 fractures du radius distal, dans laquelle on observait 13% de lésions scapholinaires, on voit que 3/4 de ces patients restent douloureux. Le fameux TFCC, fabuleux ligament, pierre angulaire de cet après-midi. Vous voyez que ce ligament est situé entre le radius distal et l'ulna distal. Il permet la stabilité de ces 2 os l'un par rapport à l'autre. L'arthroscopie, Guillaume Herzberg va l'expliquer encore plus précisément par la suite, est le meilleur examen pour à la fois l'analyser et le réparer. L'analyser, vous le voyez sur cette image de droite, c'est une perforation de ce ligament qui laisse découvrir l'ulna juste en dessous. Un nouvel exemple de cette femme de 55 ans qui a chuté d'un trottoir. On voit sur cette image qu'il y a un écart important et qu'il y a une translation
radial de l'épiphyse du radius. On peut alors aisément imaginer que ce ligament n'a pas pu rester en place. Nous avons des signes indirects radiographiques de lésion de ce ligament. On l'a dit, la translation radiale, l'augmentation de l'espace, mais seul le testing clinique après fixation de la fracture par une plaque, et vous voyez, c'est ce ligament complètement détaché. L'arthroscopie nous permet de diagnostiquer au stade aigu et donc de le traiter par une réinsertion par fil, par point transosseux. Et est-ce que la phase aiguë n'est-elle pas la meilleure phase pour traiter un ligament et assurer sa cicatrisation? Voici donc les différents avantages de cette arthroscopie qui sont des éléments clés pour pouvoir mieux traiter nos patients et diminuer les séquelles de ces fractures du radius distal. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Burnier, de ce brillant exposé. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques notions sur le timing opératoire, d'une part, et d'autre part, pouvez-vous imaginer que je suis un Néerlandais passionné d'études multicentriques et de evidence-based medicine et que je vous dise, mais vous dites quelque chose, mais vous ne le prouvez pas du tout. Qu'est-ce que vous répondriez? Alors, premièrement, pour le timing, on préfère opérer ces patients entre le 5e et 8e jour après leur fracture, pas forcément à la phase très aiguë pour que l'hématome ait eu le temps de se calmer. À ce moment-là, l'évacuation est plus facile. Et deuxièmement, pour Pardon, et le rythme opératoire les séquences. Oui, les séquences, oui. Okay. On commence par, on l'a vu, une réduction temporaire qui peut être facilitée par des broches qu'on laisse seulement en place de façon temporaire. Et puis après, une fixation de la plaque, d'abord par sa vis la plus proximale. Si la fracture nous semble relativement facile, on peut commencer à mettre des vis les plus distales et ensuite on exerce le contrôle. Si on sait qu'on a un gros fracas, on ne met pas les vis d'emblée. On va ensuite sous arthroscopie. On peut alors mobiliser nos différents fragments, soit avec des broches joystick, soit avec différents instruments, même des instruments utilisés à ciel ouvert, tels que les régines à tendons ou les petits ostéotomes qui nous permettent de réduire. Et puis on stabilise avec nos vis. Et pour le néerlandais, je lui dirais que nous sommes en train de revoir les patients de la série que je vous ai montrée, qui a été réalisée il y a 10 ans, de ces deux groupes comparables. Et nous sommes en train de les revoir à donc plus de 10 ans de recul pour évaluer effectivement si cliniquement il y a un intérêt. On avait déjà montré à 1 an seulement post-opératoire qu'on avait une différence significative déjà sur l'extension. Mais il est évident que l'amélioration et la différence se fera sur le long terme, puisqu'elle permet de diminuer a priori le risque d'arthrose, que ce soit dû à des lésions ligamentaires ou dû à une réduction non satisfaisante. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Merle. J'ai eu grand plaisir à vous entendre, Marion, et c'est vous qui avez raison. Et vous verrez qu'avec les progrès que vous nous apportez par l'arthroscopie, et puis je l'espère plus tard par l'IRM à demeure dans vos cabinets de consultation, vous pourrez tout réparer dans les premiers jours de l'accident. Ce qui tue la chirurgie du poignet actuellement, c'est toutes les tentatives d'arthrodèse partielle, de ligamentoplastie, où on sait qu'un tendon n'a jamais les valeurs mécaniques d'un vrai ligament du poignet. Et moi, j'ai fait tout le parcours toute ma vie. Un coup, je fais une ligamentoplastie, après une arthrodèse partielle, etc. Personne n'est satisfait pour rétablir à la fois les amplitudes, la force et le confort du malade. Donc, c'est vous qui avez raison. Encore faut-il l'enseigner et qu'on vous donne les moyens dans les cliniques et les hôpitaux de faire de l'urgence un tout petit peu différé, je suis d'accord avec vous, après la phase aiguë. Mais il faut s'éduquer, il faut éduquer les jeunes dans ce sens-là. Bravo en tout cas. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Moi, je me permettrais une question de quelqu'un qui n'y connaît rien. Est-ce que vous avez des contre-indications à cette technique? Aucune. Pour l'arthroscopie, en tout cas en aigu sur une fracture du distal, aucune contre-indication absolue. Je pourrais préciser une contre-indication relative pour des, et encore, c'est plus un choix technique, pour des patients jeunes avec un gros fracas articulaire, à la fois avec un gros déplacement articulaire et extra-articulaire.
C'est probablement une mauvaise idée chez ces patients d'aller sous arthroscopie parce qu'il y a déjà suffisamment à faire juste, comme on me l'a enseigné, pour remettre la carrosserie, c'est-à-dire les critères extra-articulaires qui consolident comme ça et pour le préparer malheureusement à un geste secondaire d'arthrodèse. Parce qu'il y a certains patients qu'on voit arriver, on sait qu'il y a une destruction du cartilage qu'on n'arrivera pas à remettre en place. Et parfois, on perd de vue le premier point qui est la charpente, vraiment les critères extra-articulaires, et on passe trop de temps sur les critères articulaires. Mais c'est voilà, une contre-indication relative. Mais c'est l'avantage de cette technique, c'est que comme on utilise peu d'eau, il n'y a pas de problème d'extravasation ou autre, comme cela a pu être décrit parfois au coude. Et encore un jour, j'aimerais pouvoir venir vous en parler, parce que c'est passionnant aussi l'arthroscopie du coude. Mais non, on n'a pas de contre-indication liée à un risque pour le patient ou pour son membre. Et Madame la Présidente, votre question portait peut-être aussi sur le terrain, parce qu'on peut-être Marion a été un peu vite sur le PAF. Alors, le PAF, c'est quelque chose qu'on a développé dans le service pour lutter contre la tendance suivante. Vous êtes senior, vous êtes en train d'opérer, et vous avez l'interne qui arrive et qui vous dit, Monsieur, il y a cette dame-là qui arrive, une fracture du radius distal, qu'est-ce qu'on fait? Et là, vous dites, d'un ton docte, vous dites, eh ben, on va l'opérer, on va lui mettre une plaque. Et c'est pour lutter contre ça qu'on a développé le PAF. Le PAF suppose une interview systématique initiale. Pas difficile. Quels sont vos besoins fonctionnels? Se faire une idée du contexte, du terrain, ça n'est pas toujours fait. Et le simple fait de classer des patients en 1, 2, 3, 1, vous êtes euh, pas grabataire, mais vous êtes dans une maison, vous êtes très diminué, vous avez des besoins fonctionnels très minimes. 3, vous êtes normal. Et 2, vous êtes intermédiaire. Pareil pour les besoins fonctionnels. Vous devenez 2-2, 3-3 ou 1-1. Et il y a, sur une série de 1600 patients que nous avons revus tous les matins et entrés dans une base de données, il n'y a que 10% qui sont 1-2 ou 2-3 ou 2. Ça permet de vraiment cerner les patients. Et donc, l'arthroscopie, c'est pour les patients 3-3. Voilà, voilà. En tenant compte du fait que même si vous avez 40 ans, il y a une étude du Lancet qui l'a montré, il y a des patients de 40 ans qui malheureusement ont des pathologies déjà très sévères. Et donc, on ne va pas s'amuser à faire des arthroscopies chez des patients qui ont des lymphomes ou des choses très difficiles. Il faut faire du simple, fonctionnel. Et le PAF, c'est le patient en premier. Patient, patient, accident, fracture, et ça se traduit, donc c'est très bien. Je voulais vous interroger sur la learning curve, parce que bon, c'est un nouvel espace. Enfin, j'imagine que c'est quand même pas des gestes anodins. Il faut sélectionner les fractures, vous l'avez dit. Enfin bon, Merci. ça s'apprend. Merci pour cette question. La learning curve, c'est vrai qu'on la détaille un peu plus quand on s'adresse à des chirurgiens orthopédistes spécialisés, mais c'est vrai qu'il ne faut pas commencer par les fractures qu'on appelle de type C, qui sont plus difficiles. Il y a des fractures articulaires un peu plus simples de type B, où on a vraiment juste un trait, qui sont beaucoup plus faciles. C'est la première chose, mais on peut commencer l'arthroscopie par des fractures du radius distal, mais il ne faut pas le faire sur des fractures trop compliquées. C'est pas bon pour le patient. À la fois, on se dégoûte et on dégoûte nos équipes. Alors qu'on voit que quand on a la chance de commencer progressivement et dans un espace dédié et très bien enseigné, là, c'est fabuleux parce que petit à petit, on voit vraiment notre temps opératoire qui diminue parce que l'arthroscopie a vraiment été montré du doigt, du poignet en tout cas montré du doigt parce que les temps opératoires pouvaient être doublés, etc. Bien sûr qu'il y a effectivement une courbe d'apprentissage qui est à prendre en compte, mais quand on commence à avoir une équipe entraînée et que soi-même on a l'habitude, c'est vraiment diminué. Et c'est vrai, c'est pas juste pour dire on opère en 30 minutes, ça se fait vraiment de façon facile et agréable pour tout le monde. Il ne faut pas pour les infirmières que ce soit un événement au bloc. Oui, j'ai une question à vous poser. L'arthroscopie, bon, j'imagine que quand vous allez opérer, vous avez une imagerie déjà extrêmement riche. Alors, lorsque vous réalisez l'arthroscopie, est-ce que l'arthroscopie vous apporte-t-elle davantage de précision ou vous fait-elle modifier parfois les indications que vous aviez prévues en préopératoire? Pour les fractures du radius distal, avec le bilan qu'on fait avec le scanner, on est déjà préparé. Elle peut nous faire modifier sur les ligaments. Effectivement, lorsqu'on voit une lésion ligamentaire qui était soit suspectée, soit parfois même pas suspectée, on teste, oui, sur les ligaments. Sur la partie osseuse, je dirais non.
justement dans ce domaine, dans cet aspect, je crois que c'est très intéressant et je vous félicite. C'est vraiment un progrès considérable par rapport à ce qu'on faisait dans le temps. Le point est que si vous réservez l'exploration, mais vous l'avez en partie répondu là, que aux lésions avec des décalages au niveau articulaire, et à ce moment-là, vous retrouvez éventuellement des lésions ligamentaires et vous les traitez comme il faut les traiter, parce que je pense que rien ne vaut une simple stabilisation temporaire qui marche, comme l'a souligné Michel Merle, c'est qu'on ne fait jamais mieux. Mais est-ce que dans une fracture apparemment simple, il peut y avoir des lésions ligamentaires et est-ce qu'il a le droit à l'arthroscopie et donc à une bonne réparation? Ouais, c'est encore un peu plus poussé, mais parce qu'on partage cette vision et cette conception, on le pratique pour certaines fractures, notamment l'exemple que j'ai montré dans le cadre du TFCC avec ces translations. Ce sont des critères un peu plus fins, mais la fracture était extra-articulaire, l'exemple que j'ai montré. Par contre, il y avait une translation et un espace augmenté entre le radius et l'ulna qui laissait penser qu'il y avait une lésion du TFCC. Et donc, dans un premier temps, on peut aussi avoir la clinique, le testing RUD, radio-ulnaire distal, et si testing positif, on complète par l'arthroscopie. Donc, on est préparé, tout est prêt, et on complète, en effet, et on répare. Pour la radio-ulnaire, ça va bien. Pour le scapholinaire, alors pour le scapholinaire, oui, alors là, peut-être 2 points de réponse rapides. La première chose, la PAF est exceptionnelle pour ça parce que le patient, mais il y a aussi l'accident. Et quand on voit une lésion qui paraît simple, une fracture de radius distal, pardon, qui paraît simple, mais avec un accident d'une chute de 3 mètres, on se dit, oh, attention, il doit y avoir autre chose. Et deuxième chose, les lésions du ligament scapholinaire sont souvent associées quand même à des fractures articulaires. Donc, dites articulaires, on va à l'arthroscopie. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Très bien. Je vous remercie. Merci Marion et bravo.